Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le dimanche 27 décembre et on commence avec ce nouveau rebondissement dans le dossier de la Coupe Davis en Guadeloupe, alors que le président de région, Harry Chalus, doit tenir une conférence de presse demain après-midi pour annoncer sa décision d'organiser ou non le premier tour de la Coupe Davis de tennis. On a appris cet après-midi que la Guadeloupe devrait bénéficier d'une aide supplémentaire de l'État. On fait le point tout de suite avec Éric Pommier. Alors que le nouveau président de région, Harry Chalus, a annoncé sa conférence de presse demain pour rendre son verdict quant à l'organisation ou pas de la Coupe Davis en Guadeloupe, les médias nationaux ont déjà confirmé que le France-Canada du premier tour se disputera bien en Guadeloupe. Que s'est-il donc passé entre-temps, entre le moment où Harry Chalus a pointé du doigt un investissement trop lourd à supporter pour sa collectivité et une confirmation de l'État ou de la Fédération française de tennis de ne pas mettre la main à la poche? Selon Victorin Lurel, dans ce dossier, la collectivité régionale doit faire face à ce surcoût. Il y aurait une mise aux normes à faire, plus des aménagements permanents. Si la région Guadeloupe demande à faire sa mise aux normes sur une propriété, qui est donc sa propriété, c'est son affaire. Donc elle assume ce surcoût-là. Retournement de situation en tous les cas, puisque finalement, on annonce que l'État devrait apporter cette fameuse rallonge financière, propos appuyés par le secrétaire d'État au sport Thierry Braillard. Demain, le nouveau président de la région devrait donner son appréciation de tous ces éléments. Bonsoir Jean-Luc Icard, vous êtes le rédacteur en chef d'Alizé. Alors est-ce que l'on peut dire ce soir que c'est l'organisation de la Coupe Davis en Guadeloupe que remet en cause Harry Chalus, ou bien est-ce que derrière tous ces coups de théâtre ne se cache pas une histoire politique? En effet, ce n'est sans doute pas l'organisation de ce tour de Coupe Davis que remet en cause Harry Chalus, mais bien la gestion de ce dossier par son prédécesseur. La région aura-t-elle au final à débourser 1 million d'euros ou plutôt 4? Prenons le pari que demain, toute la conférence de presse du nouveau président de région se jouera, si j'ose dire, sur ce cours-là. Demain, il devrait diriger ses balles sur telle ou telle construction ou aménagement qui n'a pas été pris en compte, sur telle ou telle dépense ou frais annexes qui n'a pas été comptabilisée, pour arriver donc à cette fameuse somme qui circule depuis quelques jours, 4 millions d'euros. Au bout du compte, au bout de ce match contre Lurel en réalité, Harry Chalus devrait se montrer grand seigneur et confirmer l'engagement de la Guadeloupe, très certainement avec une participation supplémentaire inattendue de l'État, en dépit des déclarations péremptoires dans un premier temps du ministre des Sports. Au terme de ce match, Harry Chalus aura tout simplement affiché son maillot de gestionnaire pointilleux et soucieux des deniers des Guadeloupéens, et sali celui de son prédécesseur. C'est là tout le sens de cette affaire, car n'oublions pas cet élément sans doute essentiel du programme du candidat Chalus et martelé en fin de campagne en particulier, la réalisation d'un audit de la région avant toute action. On peut dire que l'inventaire de l'ère Lurel aura commencé sur la terre battue installée au vélodrome de Bimao. Merci Jean-Luc Icard pour toutes ces précisions et puis évidemment on vous dira tout demain dans notre édition de 19h. Direction à présent le terminal de croisière à Pointe-à-Pitre. La saison bat son plein. 2 bateaux faisaient d'ailleurs escale aujourd'hui. De nombreux touristes ont donc sillonné notre département, mais qu'ont-ils fait de leur journée et surtout quel type d'excursion ont-ils choisi? C'est ce qu'a voulu savoir Muriel Barlagne. Françoise Couchy, transporteur guide, en est à sa 2e saison touristique. Pourtant, elle a déjà pu observer les habitudes des voyageurs en provenance des bateaux de croisière. Ceux qui sortent du port savent ce qu'ils veulent. Une visite guidée à moindre coût. Il y a ceux qui désirent juste aller à la plage et ceux qui sont partants pour une excursion. Ces 2 types de visiteurs intéressent Françoise. Les Italiens, les Espagnols, en général, c'est la plage qui les intéresse, ce n'est pas les excursions. Les Français, les Canadiens et les Anglais sont plus excursions. Et là, en excursion, je propose soit une combinaison la basse terre et la grande terre, ou que la grande terre ou la basse terre. Voilà, tout dépend de ce qu'ils veulent faire. En général, ils ont déjà des informations. S'ils n'ont pas d'informations du tout, je fais une combinaison des 2 territoires. François cherche d'abord à remplir son bus d'une capacité de 30 personnes. Direction la plage de Sainte-Anne pour 7 € aller et retour. La prestation consiste simplement à transférer les passagers qui rempliront leur journée comme bon leur semble avant de revenir en fin d'après-midi. Ce sont ses frères qui feront le trajet.
Dans le bus, Isabelle, qui vient de Genève. On était à l'office de tourisme et ils nous ont dit que c'était la plus jolie plage de sable blanc, calme, tranquille et pas trop loin aussi. Vous ne vouliez pas faire une excursion aujourd'hui? Non, en fait on est venu principalement pour la plage et en fait on voulait faire de la plongée aussi. Mais c'était assez loin la réserve Cousteau, donc on a laissé tomber. Une fois ce bus rempli, Françoise commence à former un groupe de 8 personnes pour une excursion. Cette fois, ce sera un détour par la cascade aux écrevisses avant de visiter le sud de la Grande Terre. C'est elle qui conduira le minibus. C'est le transport plus guide, c'est-à-dire j'accompagne mes croisiéristes sur tous les sites naturels en leur expliquant l'histoire de la Guadeloupe, tous les différents sites qu'on va visiter aussi. En général, je privilégie les sites naturels parce que souvent les croisiéristes ne veulent pas, ça ne les intéresse pas de visiter un zoo ou de visiter quelque chose qu'ils doivent débourser. Voilà, ils préfèrent visiter des sites naturels, voir comment les Guadeloupéens vivent, comment on vit, qu'est-ce qu'on mange. Je les accompagne aussi en visite sur le marché de Sainte-Anne ou le marché de Pointe-à-Pitre, voir les produits locaux, les fruits locaux, tout ce qui est de chez nous. Après de longues négociations, Françoise réussit à réunir ses 8 passagers. Normalement, l'excursion est proposée à 45 € par personne. Ce serait 2 fois moins cher que les tarifs pratiqués sur les bateaux. Des touristes qui se sont peut-être rendus à Sainte-Anne aujourd'hui et qui ont pu découvrir cette foire agricole organisée par l'association des marchandes rurales de Douville. Une première édition pour faire connaître des produits artisanaux tels que le miel, l'igname, mais aussi des plantes. Le reportage de Karine Gielman. Ancien grenier de la Guadeloupe et notamment de Sainte-Anne, bienvenue dans les Grands Fonds. Joseph Bastien est né ici. Exploitant de melons, le maraîchage rural et son histoire, il connaît. Pendant la guerre 39-45, le grenier de la Guadeloupe, c'était en grande partie Grands Fonds. Les Grands Fonds. Pourquoi? La qualité du produit, les Grands Fonds, il y a un microclimat. Donc, des fois, quand il pleut, et surtout quand il pleut beaucoup, c'est là que ça résiste. Parce que quand il pleut beaucoup, vous pouvez planter si vous voulez, vous allez échouer. Tandis que les gens qui ont planté en morne, ils savaient comment ils plantaient, ils réussissaient. Les ignames, les patates, tout ce que vous voulez. La saison a commencé plus tard que d'habitude à cause de la sécheresse et dès demain, les expéditions de melons à travers le monde vont commencer. En attendant, c'est sur la foire agricole de Douville, en compagnie des marchandes rurales, qu'ils participent à faire vivre le quartier. Objectif, décentraliser les activités regroupées dans le bourg de Sainte-Anne et faire connaître le fruit de leur récolte. Nous avons voulu mettre en valeur l'agriculture sainte-annaise, c'est-à-dire que l'arrière-pays de Sainte-Anne, Sainte-Anne comme nous voyons, Sainte-Anne touristique, Sainte-Anne balnéaire, possède un arrière-pays agricole. Donc nous avons voulu le mettre en valeur aujourd'hui. Que les gens qui soient sur ce marché aujourd'hui soient vraiment les producteurs récoltants. Il faut que dans chaque quartier, qu'il y ait une dynamique qui se crée avec justement les associations de ces quartiers pour faire en sorte que la vie soit. Parce que c'est quoi, quand on parle de solidarité, quand on parle de fraternité, c'est là, c'est où se tissent tous les liens positifs, les liens d'amitié, les liens de fraternité. Se rassembler autour des produits d'antan, c'est l'esprit de cette foire agricole. Ça nous permet à la campagne de nous rencontrer et puis de nous proposer notre petite légumes, fruits et légumes locaux. Vous trouvez que vous êtes isolé? Comment? Vous trouvez que vous êtes isolé? Un petit peu, mais bon, ça va quand même. Un petit peu, c'est-à-dire on est un petit peu trop, peut-être par rapport à la quantité de personnes qu'il y a, c'est un petit peu trop éloigné. C'est important, ça rassemble la population, ça nous fait consommer en général les produits d'agriculteurs de la région, donc pas de grandes distances à parcourir. Ça, les gens se côtoient, une sortie de messe, on consomme ce qui se fait, on découvre à nouveau les produits du pays et c'est un moment très très intéressant de convivialité. Les marchands ruraux, un métier que les jeunes ne prisent pas forcément, mais pour Joseph, c'est incontournable. Les jeunes, on en a eu très peu, mais c'est un début. Moi, je crois que les jeunes seront obligés de revenir. Si on voulait manger, ils sont obligés de venir acheter là. Politique, les Haïtiens devaient théoriquement se rendre aux urnes aujourd'hui pour le second tour des élections présidentielles et législatives. Mais en début de semaine, le Conseil électoral provisoire en Haïti a décidé de les reporter à une date ultérieure. Patrick Curie est allé demander à la communauté haïtienne installée en Guadeloupe ce qu'elle en pensait. Haïti n'a pas fait élection, Martelly n'a pas fait élection, Martelly fait sélection. Parce qu'il sélectionne une série de hommes
qui ont sorte de hommes criminels dans le pays d'Haïti. C'est lui qui voulait pour le gouverner, pour lui créer un groupe Makout encore dans le pays. Comme lui-même, il y a déjà 16 ans, il tenait 4 Makouta. Et le peuple n'a pas tenu d'autre choix, c'est lui-même peuple a choisi, il mettait le comme président. Eh bien, il vient là, il vient violer la constitution du pays. Ils font élection magouille, on élection, c'est lui-même qui prend bulletin, il remplit bulletin. Et il prend le bulletin peuple là, le bulletin vraiment peuple à voter, il prend le mettre à côté et lui-même il remplit le bulletin vierge, il mettait nèg banane. Et peuple là pas voté nèg banane. Peuple là connaît le voter 54. Et parti là-bas là, c'est ça peuple là même connaît le voter. Alors là, jeudi jour monsieur vient faire élection, première élection on le fait, élection pas bon. Sénateur pas bon. Deuxième élection on le fait encore, il tricher. Mais quand il voulait faire une troisième élection dans le pays, eh bien le peuple a dit qu'il n'a pas fait élection, il voulait transition. Il voulait une transition dans le pays pour mettre une personnalité dans le pays qui a peut-être pouvoir démissionner, pour démissionner et pour mettre une personnalité dans le pouvoir là et pour organiser élection dans le pays. Et il n'est pas d'accord pour organiser élection avec KEP, ça magouille ça là. C'est ça moi-même pour comprendre moi connaître que le peuple n'a pas prendre dans magouille matedi. Que les Haïtiens n'ont pas jamais un bon entente vraiment. Parce que pour l'élection, c'est une élection qui est passée. Mais lors de l'élection, il y a 54 candidats. Comme on t'a vu, le pourcentage là, vous le distribuez. C'est la tendance là. Il y a un paquet de candidats qui ont tendance à une seule partie, qui c'est parti Lavalas là. La partie Lavalas là, on donne même une grosse division. C'est justement l'autre qui sortit le parti comme il a parlé, il a tout jeté boulette rouge sur le président de la République là. Mais c'est normal parce que si c'est le président Haïti gagne visible sur tout niveau. Mais comme on voulait, même si il a dit, il a retiré candidat président, pas de problème. Mais il y a 8 personnes qui disent qu'il gagne. Est-ce qu'il y a une élection qu'a fait? C'est 2 personnes. Mais 8 personnes disent bon, pas de problème. Le problème, ce n'est pas un problème d'élection, c'est un problème haïtien que l'il y a. Ouais, ça veut dire là, c'est un problème haïtien, les gens assoiffés pour voir, c'est là pour faire deal, c'est là pour voler, pour faire toute qualité de bagaille. Monsieur Yodi qui devant, parlant des candidats. Haïti qui nous amène à parler de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous nous rendons ce soir à Saint Kitts et Nevis, à Trinidad et Tobago, mais aussi en Amérique du Sud où de nombreux pays ont connu d'importantes inondations cette semaine. Voici la Minute Caraïbe. Amérique du Sud, importantes inondations au Paraguay, en Uruguay, en Argentine et dans le sud du Brésil, près de 170 000 personnes ont été évacuées cette semaine en raison d'importantes inondations. Ces inondations sont la conséquence du retour d'El Niño, un phénomène météorologique qui revient tous les 3 à 7 ans. Il est marqué par une accumulation d'eau chaude le long des côtes de l'Équateur et du Pérou et d'un renversement des alizés du Pacifique qui entraîne plusieurs mois durant d'importants bouleversements météorologiques à l'échelle mondiale. Généralement, El Niño naît au retour des beaux jours et s'amplifie jusqu'à un paroxysme qui intervient vers la fin décembre. D'où le nom dont les pêcheurs d'Amérique centrale l'ont affublé, l'enfant, en référence à la nativité. En cette période d'été dans l'hémisphère sud, El Niño inonde la partie méridionale de l'Amérique du Sud, réchauffe l'Asie du Sud et assèche le Brésil, l'Australie, l'archipel indonésien ou le Pacifique Sud. Trinité et Tobago, le gouverneur de la Banque centrale congédié. Le gouverneur Jvala Rambaran a été congédié après l'annonce qu'il a faite sur l'état de récession de la République de Trinidad et Tobago et après qu'il ait divulgué les noms des entreprises qui sont les plus gros acheteurs de change. L'ancien gouverneur de la banque, Alvin Hilaire, a été nommé pour le remplacer. Jvala Rambaran était renvoyé chez lui sur recommandation du Conseil des ministres, a déclaré le ministre des Finances, Colm Imbert. La présidente par intérim, Christine Kangaloo, a signé le licenciement en l'absence du président Anthony Carmona, qui est à l'étranger. L'ancienne Premier ministre Kamla Persad Bissessar, qui a nommé Jvala Rambaran,
il y a 3 ans, a déclaré « Je suis choquée », mais pas surpris par la décision du gouvernement de Trinité et Tobago. Elle a accusé le gouvernement de provocation policière, rappelant que la loi permet à la Banque centrale de faire des divulgations publiques par tout moyen jugé approprié lorsqu'elles sont dans l'intérêt du système financier de la République, des déposants ou des clients. St. Kitts et Nevis, United Airlines a effectué son vol inaugural à St. Kitts et Nevis à partir de l'aéroport international Liberty de Newark dans le New Jersey le week-end dernier avec environ 150 passagers. Un Boeing 737-800 de United Airlines est prévu tous les samedis pour un vol direct. Les représentants du gouvernement, notamment le Premier ministre Dr Timothy Harris et le ministre du Tourisme Lindsey Grant, étaient présents pour accueillir le vol inaugural. Ils ont déclaré que St. Kitts et Nevis se dirigeait vers un tourisme haut de gamme et qu'il était très important qu'il y ait de nombreux passagers de première classe sur le vol United Airlines. Le représentant de United Airlines, Darrell Scott, a déclaré pour sa part que les vols à partir de St. Kitts sont des correspondances pratiques pour diverses destinations à travers les États-Unis, y compris Washington DC, Boston et Chicago. Il a ajouté que St. Kitts constitue un élément stratégique pour le développement du réseau Caraïbes de United vers 19 destinations. Retour en Guadeloupe, on va parler d'une fête célébrée cet après-midi à Bois-Ripeau aux Abîmes, le Kwanzaa. Créé en 1966 par un activiste afro-américain, elle a pour but de promouvoir et affirmer les liens entre les Noirs d'Amérique et d'Afrique. Une fête célébrée partout où la diaspora africaine est installée. Le reportage de Muriel Barlagne. Cette année, pour célébrer le Kwanzaa, la division guadeloupéenne d'Afrocentricity International a choisi de faire découvrir un jeu de société d'origine africaine, le Wari. C'est un jeu de société typiquement africain, basé sur les semailles et la récolte, et un certain nombre de règles complexes qui reposent sur les mathématiques et qui a derrière une longue philosophie puisque c'est un jeu millénaire. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens de s'approprier les règles et ensuite de jouer et pourquoi pas de repartir avec un jeu et de jouer à la maison. Patrick et Alain ont découvert ce jeu aujourd'hui. C'est l'ancêtre des échecs. On gagne les territoires en fonction du nombre de pions qu'on a. On peut avoir des stratégies pour avancer plus. Ou si on calcule mal, on perd. Et voilà, donc en fait ça c'est africain depuis des lustres, depuis des générations. Et on voit très bien que c'est vraiment stratégique. Remettre ça au goût du jour permet de savoir que nous avons aussi des traditions, nous avons l'habitude de réfléchir. Et en fait on sait calculer. Bon, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu jouer à des jeux comme ça avec des gens que je ne connais pas. Des jeux familiaux entre guillemets en fait, hein. Mais il y a beaucoup de stratégie quand même là-dedans, hein, parce que quand même il y a des gains de territoire, c'est quand même pas seulement ludique. Le Kwanzaa serait fêté par 40 millions d'Africains dans le monde. Une semaine pour renouer avec les racines africaines. Le Kwanzaa, c'est justement une fête pan-africaine qui a été créée en 1966 aux États-Unis par Maulana Karenga. Et l'idée, c'est que nous, justement, les Africains, en particulier de la diaspora, mais aussi du continent, nous souffrons d'une crise de valeurs. Nous avons subi le choc du colonialisme, le choc de l'esclavage, de la déportation, le choc du déracinement, le choc du colonialisme, comme je l'ai dit, du néocolonialisme. Et tout ceci fait que souvent nous sommes sans repères. Nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Et donc, il est facile de nous manipuler et de nous faire des choses qui vont contre nos intérêts. Donc, Karenga a créé cette fête qui s'articule autour de 7 principes fondamentaux et qui se fait donc du 26 décembre au 1er janvier. Chaque jour, un principe du Kwanzaa est célébré. Amama Zama, fondatrice d'Afrocentricity International, est venue présenter le second, Kushi-Jagulia, l'autodétermination. Il s'agit de la capacité pour les descendants d'Africains de se prendre en charge en prenant des décisions qui reflètent leurs valeurs et leur histoire, de se libérer de la domination européenne. On reparle de sport en football, match test hier soir en Martinique pour les sélections féminines et masculines de Guadeloupe et de Martinique. L'objectif pour ces équipes, la prochaine Gold Cup. Chez les femmes, les Martiniquaises l'ont emporté 4-0. Chez les hommes, victoire également pour les Martiniquais. Ils se sont imposés 2-0 face aux Guadeloupéens.
Il a fêté ses 50 années d'existence hier. Le Budokan, club sportif guadeloupéen historique, compte désormais 700 licenciés en judo avant tout, mais aussi en karaté, boxe thaï, musculation ou encore haltérophilie. Une cérémonie avait lieu hier après-midi au Krebs. Le reportage d'Éric Pommier. Franciane Fidelin, première guadeloupéenne ceinture noire de judo en 1974. Alain Lautric, premier licencié guadeloupéen ceinture noire de judo en 1961. Point commun entre ces deux judokas, ils ont été tous les deux licenciés au Budokan Guadeloupe, club créé en 1965 par un certain Pierre Canaccini. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je parle de lui cet après-midi. Je remercie beaucoup Jackie du travail qu'il a fait pour garder le Budokan et de continuer sa passion. Je remercie tous les judokas et tous les passionnés de continuer son œuvre. Je ne vais pas parler plus longtemps, mais je suis très honorée d'être là. 1965-2015, 50 ans se sont écoulés, 50 années pendant lesquelles le club s'est forgé une réputation de faiseur de champions, 50 ans avec une équipe soudée, performante, une structure aujourd'hui forte de 700 licenciés, 50 ans que le temps passe vite, souligne la présidente Maryse Livez, mais quelle belle aventure. On regarde derrière, certes, parce que quand on regarde derrière, on a ses fondations, on a tout ce qui nous a poussé à prendre le relais et vouloir transmettre. Et on regarde l'avenir parce que comme on a transmis, eh bien, on espère que ceux qui prendront le relais feraient encore mieux que nous. On retient que la vie associative est belle. On retient que éduquer les jeunes, c'est passionnant. On retient que partager, ça fait partie de la vie et que la vie est belle. Et que le sport, la culture, la société, ben c'est ça. Notre palmarès a toujours été élogieux. 50 ans et donc anniversaire à grande pompe hier sur la terrasse d'honneur du Krebs. Pour certains des invités, le privilège d'une récompense pour rappeler leur engagement au sein du Budokan, voire du judo guadeloupéen en général. Je savais qu'il y avait une émotion qui allait monter et je ne peux pas me retenir. Mais la magie dans le Budokan reste les adhérents, reste l'équipe technique, reste le conseil d'administration, le directeur avec ses rigueurs, avec ses coups de gueule éventuellement parce que c'est quelqu'un qui aime les bonnes choses, qui aime les choses carrées. Et voilà, c'est ça qui fait le Budokan. 50 ans et toute une grande famille du Budokan aujourd'hui heureuse de s'afficher comme une structure qui a de beaux jours devant elle. Bonne nouvelle, 2016, nouvelle année, nouveau projet, nouvelle installation pour le Budokan Guadeloupe au futur centre culturel José Emmanuel Albon pour un nouveau départ. Notre édition touche bientôt à sa fin, mais avant, je vous rappelle cette information pratique. La distribution de l'eau potable à Saint-François est toujours fortement perturbée depuis hier. En cause, la rupture du réseau principal d'adduction d'eau. Les équipes techniques sont mobilisées. Le retour à la normale est attendu demain dans la journée. Avant de vous quitter, comme chaque soir, on va rapidement jeter un coup d'œil sur la couleur du ciel pour demain matin en Guadeloupe. On va avoir le droit à une alternance d'éclaircies et de passages pluvieux. Côté Mercure, le thermomètre affichera entre 25 et 27 degrés au réveil. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous hebdomadaire Innovation par Karine Gielman. Vous retrouverez ensuite une météo détaillée de notre région suivie de votre agenda, puis le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, zone interdite, la folie dans les grands magasins à l'époque des fêtes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. L'information qui continue sur notre site internet www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.